Nous sommes en direct du palais de justice du comté de Brown, où la femme que vous venez de voir exploser contre son propre avocat est Taylor Shabuzness, 25 ans. Elle vient d'être condamnée pour le meurtre brutal et le démembrement de son petit ami Chad Tyrion dans une maison de Green Bay en février 2022. Cette affaire a bouleversé la nation par ses détails horribles et la nature choquante des crimes commis. Elle a été inculpée d'homicide volontaire au 1er degré, de mutilation de cadavres et d'agression sexuelle au 3e degré. Au début du procès, l'accusation a brossé un tableau saisissant et troublant des événements qui se sont déroulés à l'intérieur de la maison de Green Bay en février 2022. Le procureur du comté de Brown, David Lassie, a décrit les crimes comme étant bizarres, étranges et contre nature, mais a souligné que les preuves montraient clairement ce qui s'était passé. L'accusation a soutenu que Shabuzness avait méticuleusement planifié et exécuté les actes odieux en présentant des éléments de preuve attestant de la préméditation. Elle a souligné le fait que Shabuzness avait admis avoir étranglé Chad Tyrion lors de son interrogatoire. L'inspecteur de police de Green Bay, David Graff, a déclaré que Shabuzness avait utilisé des couteaux de la cuisine pour commettre le crime horrible. L'accusation a soutenu que Shabuzness savait que le corps de Tyrion était trop grand pour être éliminé facilement, ce qui l'a poussé à le démembrer. En revanche, la défense a tenté de jeter le doute sur l'affaire, en mettant en doute la fiabilité des déclarations de Mme Shabuzness en raison de sa consommation présumée de drogue. L'avocat de Mme Shabuzness, Christopher Fröhlich, a fait valoir qu'il était difficile de déterminer son intention lorsqu'elle était sous l'influence de drogue. Il a exhorté le jury à envisager la possibilité que les actes de Mme Shabuzness n'aient pas été prémédités, mais plutôt le résultat de son état d'ébriété. Fröhlich a mis le jury au défi de se demander s'il pouvait faire confiance aux déclarations d'une personne sous l'emprise de la méthamphétamine et de la drogue. Il a fait valoir que l'État voulait que le jury plonge dans l'esprit de Shabuzness pour déterminer son intention, une tâche qu'il jugeait difficile compte tenu des circonstances. La défense a cherché à semer le doute dans l'esprit des jurés, en suggérant que Shabuzness n'avait peut-être pas l'intention de faire mourir Tyrion et que ses actes étaient le résultat de la nature imprévisible de la consommation de drogue. Au cours du procès, le jury a visionné une vidéo glaçante de l'interrogatoire de Shabuzness. Dans cet enregistrement, Shabuzness admet avoir étranglé Chad Tyrion et s'être livré à d'autres actes horribles. Lorsque la police lui a demandé si elle souhaitait la mort de Tyrion, Shabuzness a affirmé qu'il s'agissait d'un acte aléatoire et qu'elle n'avait pas l'intention de le faire mourir. Cependant, la police a demandé à Shabuzness si elle voulait la mort de Tyrion. L'inspecteur Graff a déclaré que Shabuzness avait admis avoir aimé l'acte d'étranglement et avait continué à étrangler Tyrion, même après avoir affirmé qu'elle n'avait pas l'intention de le tuer. L'accusation a fait valoir que les actions de Shabuzness, après le meurtre, démontraient encore plus son intention. Elle a présenté des éléments de preuve montrant qu'elle avait joué avec le corps après s'être rendu compte que Tyrion était mort. La plainte pénale révèle que la tête de la victime a été retrouvée dans un seau au sous-sol de la maison, tandis que d'autres parties du corps ont été découvertes au sous-sol et dans une boîte de mijotage dans une camionnette à l'appartement de Shabuzness. De manière choquante, Shabuzness a admis qu'elle avait eu l'intention d'emporter toutes les parties du corps, mais qu'elle avait oublié la tête par paresse. Tout au long du procès, 28 témoins au total ont déposé pour l'État, dont des membres de la famille de Chad Tyrion, des représentants des forces de l'ordre, un médecin légiste, un analyste ADN et un ami de Shabuzness et de Tyrion. Leurs témoignages ont brossé un tableau sinistre et horrifiant des événements qui ont précédé et suivi le meurtre. L'accusation a constitué un dossier solide, présentant une multitude de preuves qui ne laissaient guère de place au doute. D'autre part, la défense avait prévu de présenter un témoin, mais a prétendu qu'il n'était pas disponible en raison d'un problème médical. Malgré ce contretemps, le juge Thomas Walsh a rejeté la demande d'annulation du procès présentée par la défense. Le juge a ensuite demandé à Mme Shabuzness si elle souhaitait témoigner, mais elle a décliné l'offre. Au fur et à mesure que le procès avançait, la tension et l'incrédulité régnaient dans la salle d'audience. Les détails choquants et horribles de l'affaire ont laissé la communauté de Green Bay et la nation en état de choc. Le procès a non seulement révélé la profondeur de la dépravation de Taylor Shabuzness, mais il a également soulevé des questions sur la nature de ses intentions et sur l'impact de la consommation de drogue sur ses actes. Tout au long du procès, Taylor Shabuzness a été vue à plusieurs reprises en train de sourire lorsque des détails horribles du meurtre ont été mentionnés. Une fois, elle a attaqué son avocat avant qu'un substitut ne la mette à terre dans la salle d'audience. Regardons le clip. Après que le jury a déclaré Shabuzness coupable d'homicide volontaire au 1er degré, de mutilation de cadavres et d'agression sexuelle au 3e degré, le procès est entré dans sa 2e phase. Cette phase visait à déterminer si Shabuzness était responsable de ses actes ou si elle souffrait d'une maladie ou d'une déficience mentale qui l'empêchait de comprendre les conséquences de ses actes.
La défense a cherché à présenter des éléments de preuve susceptibles d'étayer la thèse d'une maladie ou d'une déficience mentale. Elle a cherché à établir que Shabuzness n'était pas pleinement consciente de la nature et des conséquences de ses actes au moment du meurtre. Cette phase du procès devait permettre de plonger dans les profondeurs de l'esprit de Shabuzness en cherchant à comprendre les motivations et l'état mental qui l'ont conduit à commettre ces crimes horribles. Tout au long de cette phase, des experts ont été appelés à témoigner et à fournir des informations sur l'état mental de Shabuzness. Ces témoins comprenaient des psychologues, des psychiatres et d'autres professionnels de la santé mentale qui avaient évalué Shabuzness. Leur témoignage allait jouer un rôle crucial pour déterminer si Shabuzness était légalement responsable de ses actes ou si son état mental diminuait sa culpabilité. La défense a cherché à établir que Shabuzness souffrait d'une maladie ou d'une déficience mentale qui l'empêchait de comprendre le caractère répréhensible de ses actes ou de conformer son comportement aux exigences de la loi. Elle a présenté des preuves des antécédents de Shabuzness en matière de santé mentale, y compris des diagnostics de divers troubles et des traitements antérieurs. D'autre part, l'accusation a cherché à contester les affirmations de la défense et à prouver que Shabuzness était entièrement responsable de ses actes. Elle a fait valoir que les actions de Shabuzness démontraient une compréhension claire des conséquences et une intention délibérée de commettre les crimes. L'accusation a présenté des preuves de la planification détaillée de Shabuzness, de son aveu d'aimer l'acte de strangulation et de ses actions ultérieures après le meurtre. Le jury a eu la lourde tâche d'évaluer les preuves présentées par les deux parties et de déterminer le niveau de responsabilité de Shabuzness. Il devait déterminer si son état mental au moment du meurtre l'exonérait de toute culpabilité légale ou si elle devait être tenue pleinement responsable de ses actes. Au fur et à mesure que le procès progresse, la salle d'audience se remplit de tension et d'impatience. Les témoins experts ont présenté des arguments et des contre-arguments convaincants, chaque partie présentant son interprétation de l'état mental de Shabuzness. Le jury a écouté attentivement, examinant avec soin les preuves et les avis des experts. En fin de compte, il revenait au jury de décider si l'état mental de Shabuzness diminuait sa responsabilité dans les crimes. Leur décision aura des conséquences considérables, non seulement pour Shabuzness, mais aussi pour les familles des victimes et la communauté dans son ensemble. Après des semaines de débats intenses dans les salles d'audience, l'heure de vérité a sonné lorsque le jury a délibéré sur la peine à infliger à Taylor Shabuzness. La nation retient son souffle, attendant le verdict qui déterminera le sort d'une femme ayant commis des actes aussi odieux. La salle d'audience a été envahie par un mélange d'émotions, soulagement, tristesse et sentiment que justice a été rendue. Le verdict de culpabilité a apporté un peu de réconfort aux familles des victimes, sachant que la personne responsable du meurtre brutal de leurs proches serait tenue pour responsable. La phase de condamnation du procès a suivi, au cours de laquelle le jury a dû déterminer la peine appropriée pour Shabuzness. Cette phase a permis d'explorer plus avant l'impact des crimes et le caractère de l'accusé. Les déclarations des victimes ont été présentées, donnant aux familles des victimes l'occasion de partager leur douleur, leur chagrin et les effets durables de la perte qu'elles ont subie. L'accusation a plaidé en faveur d'une peine sévère, soulignant la nature odieuse des crimes et la nécessité de rendre justice. Elle a souligné la préméditation, la jouissance que Shabuzness a admise lors de l'acte de strangulation et le démembrement macabre du corps de la victime. L'accusation a cherché à faire en sorte que Shabuzness subisse toute la rigueur de la loi pour ses actes. D'autre part, la défense a plaidé la clémence en présentant le passé trouble de Shabuzness et ses antécédents en matière de santé mentale comme des circonstances atténuantes. Elle a fait valoir que les actes de Shabuzness avaient été influencés par son état mental altéré et qu'elle devait avoir la possibilité de se réadapter et de suivre un traitement. Avant de prononcer sa sentence finale, le juge a donné à Shabuzness la possibilité de s'exprimer. Le juge, après avoir examiné les arguments des deux parties, a prononcé la sentence finale. Taylor Shabuzness a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La salle d'audience était remplie d'un mélange d'émotions, soulagement, fin de l'affaire et sentiment que justice a été rendue. Les familles des victimes peuvent se consoler en sachant que Shabuzness passera le reste de sa vie derrière les barreaux, incapable de nuire à qui que ce soit. Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire qui a secoué la ville de Portland, dans l'Oregon, jusqu'au plus profond d'elle-même, les crimes et la condamnation de Jeremy Christian. En ce jour fatidique du 26 mai 2017, un train léger Max est devenu la toile de fond d'une horrible manifestation de haine et de violence. Les insultes racistes et anti-musulmanes de Christian visaient deux adolescents noirs innocents,
conduisant à une confrontation qui allait se terminer en tragédie. Mais la justice a été rapide, puisque Christian a été arrêté et inculpé peu après l'attaque pour 2 chefs d'accusation de meurtre au second degré et un chef d'accusation de tentative de meurtre. C'était une journée apparemment ordinaire à Portland, dans l'Oregon, alors que le train léger Max transportait les passagers vers leur destination. Mais ils étaient loin de se douter que ce voyage sans prétention allait bientôt tourner au cauchemar. Notre histoire commence le 26 mai 2017, lorsque la ville est devenue le théâtre d'une manifestation choquante de haine et de violence. Le wagon est rempli d'un groupe d'individus divers, chacun vaquant à ses occupations. Parmi eux se trouvaient 2 adolescents noirs innocents, discutant tranquillement et profitant de leur voyage. À leur insu, leur présence allait devenir la cible d'un homme rongé par le sectarisme et la rage. Alors que le train roule sur ses rails, l'atmosphère change soudainement. Jeremy Christian, un homme aux opinions extrémistes, a proféré des insultes haineuses à l'encontre des 2 jeunes filles. Ses paroles étaient empreintes de racisme et de sentiments anti-musulmans, créant une tension inconfortable dans l'espace confiné. Sentant le danger monter, les filles ont pris la sage décision de s'éloigner de la source du vitriol. Elles se sont réfugiées à l'arrière du train, dans l'espoir de s'éloigner de la tirade haineuse. Mais elles étaient loin de se douter que leur tentative de fuite déclencherait une série d'événements qui changeraient à jamais leur vie et celle de leur entourage. Taliesin Namkai Mesh et Micah Fletcher, 2 hommes courageux qui se trouvaient par hasard dans le même train, ont assisté à la scène de haine qui se déroulait. Leur cœur rempli d'empathie et de sens de la justice, ils ne pouvaient pas rester les bras croisés pendant que Christian vomissait ses paroles venimeuses. Namkai Mesh, avec une détermination inébranlable, s'approche de Christian et lui dit fermement de descendre du train. Fletcher, tout aussi déterminé, repousse Christian, tentant de désamorcer l'escalade de la tension. Mais ils étaient loin de se douter que leurs actes de bravoure déclencheraient une vague de violence qui marquerait à jamais leur vie. En une fraction de seconde, la rage de Christian s'est transformée en un acte de brutalité effrayant. Un couteau à la main, il s'est jeté sur Namkai Mesh, Fletcher et un autre passager qui ne se doutait de rien, Ricky Best. Le chaos éclate alors que les victimes luttent pour leur vie, leurs cris résonnant dans le wagon. Le wagon est plongé dans un état de choc et d'horreur. Best, tragiquement, succombe à ses blessures sur place, laissant derrière lui un vide qui ne pourra jamais être comblé. Namkai Mesh, malgré ses vaillants efforts, a succombé à ses blessures plus tard à l'hôpital, sa vie ayant été interrompue par un acte d'une violence insondable. Fletcher, bien que gravement blessé, a réussi à survivre à l'assaut brutal, marqué à jamais par les cicatrices de ce jour fatidique. Alors que la panique et la confusion s'emparent du wagon, Christian saisit l'occasion de s'échapper. Il s'est enfui, laissant derrière lui un sillage de dévastation et de vies brisées. Mais sa fuite sera de courte durée, car les forces de l'ordre se sont rapidement mobilisées pour le traduire en justice. Les autorités ont agi rapidement, appréhendant Christian et veillant à ce qu'il subisse les conséquences de ses actes odieux. Il a été arrêté et inculpé peu après l'attaque, accusé de meurtre, de tentative de meurtre et d'autres crimes. La justice s'est mise en marche, mais les cicatrices laissées par cet acte de violence insensé hanteront à jamais les familles des victimes et la communauté. L'attaque a provoqué une onde de choc au sein de la communauté de Portland, une ville connue pour son ouverture et sa tolérance. Des centaines de personnes, unies dans leur douleur et leur indignation, se sont rassemblées pour une veillée aux chandelles afin d'honorer les vies perdues et de s'élever contre la haine. Il s'agissait d'une puissante démonstration de solidarité qui témoigne de la résilience d'une communauté déterminée à lutter contre le sectarisme et la violence. Le procès de Jeremy Christian, un homme dont la violente explosion dans un train léger Max a secoué la ville de Portland, a atteint son apogée dans une salle d'audience pleine de tension et d'émotion. Dans cette dernière partie, nous nous pencherons sur le procès, la condamnation et la sentence qui, en fin de compte, apportera un peu de sérénité aux familles des victimes et à la communauté. La salle d'audience est devenue un champ de bataille entre la justice et la haine, l'accusation ayant présenté un dossier convaincant contre Christian. Des témoins sont venus à la barre pour raconter les événements horribles qui se sont déroulés ce jour fatidique. Des vidéos de l'incident ont été diffusées, montrant à la fois la tragédie et les actes de compassion qui ont émergé au milieu du chaos. L'un des survivants de l'attaque est venu à la barre, racontant courageusement son expérience et l'impact profond qu'elle a eu sur sa vie. Son témoignage a rappelé avec force la résilience de l'esprit humain et la force de ceux qui se sont dressés contre la haine. Après avoir examiné attentivement les preuves présentées, le jury a rendu un verdict unanime. Jeremy Christian a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, y compris de meurtre, de tentative de meurtre et d'autres crimes. La salle d'audience a été envahie par un mélange de soulagement et de chagrin, tandis que les familles des victimes et la communauté étaient confrontées au poids de la décision.
La condamnation a permis aux familles des victimes, qui avaient enduré une douleur et une perte inimaginables, de tourner la page. Ce fut un moment doux amer, alors qu'elles étaient confrontées à la réalité que leurs proches ne reviendraient jamais. Mais c'était aussi une lueur d'espoir, la confirmation que justice avait été rendue. Lors du prononcé de la sentence, l'un des proches des victimes fait une déclaration d'impact, et c'est là que Christian explose. Christian, provocateur et impénitent, s'est emporté à plusieurs reprises au cours du procès. Il a tenté de justifier ses actes en invoquant la légitime défense et la liberté d'expression. Mais les éléments de preuve présentés donnent une image claire d'un acte de violence calculé, alimenté par le sectarisme et le désir de faire du mal. Bien que rien ne puisse ramener nos proches à la vie, nous sommes reconnaissants du verdict. Il nous apporte un peu de réconfort en sachant que Jeremy Christian devra répondre de ses actes. Cette condamnation est un pas vers la guérison. Nous espérons qu'elle envoie un message fort. La haine et la violence ne seront pas tolérées. Le verdict nous rappelle que notre communauté est unie contre la haine. Nous devons continuer à œuvrer en faveur d'une société plus inclusive et plus compatissante. La phase de détermination de la peine du procès a donné lieu à de puissantes déclarations de la part des familles des victimes qui ont fait part de leur douleur et de l'impact durable de l'attaque. Leurs paroles ont résonné dans la salle d'audience, laissant une marque indélébile sur toutes les personnes présentes. Après que Christian a été escorté vers la sortie, le juge donne le coup de grâce en condamnant Jeremy Christian à 2 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive, assorties d'une peine supplémentaire de 25 ans pour ses autres condamnations. C'était un moment de clôture, une reconnaissance solennelle que les actions de Christian avaient changé à jamais la vie des victimes et de leurs familles. Même si la douleur ne disparaîtra jamais complètement, la condamnation apporte un sentiment de justice. Nous pouvons maintenant commencer à guérir et à reconstruire nos vies. Le procès et la condamnation de Jeremy Christian ont marqué un tournant pour la ville de Portland. Ils ont rappelé brutalement les dangers des discours de haine et de l'extrémisme, mais ont également mis en évidence la résilience et l'unité d'une communauté déterminée à lutter contre ces forces. Alors que nous réfléchissons à ce chapitre tragique, souvenons-nous des vies perdues, de la bravoure de ceux qui sont intervenus et de l'importance de s'unir contre la haine. Lors de cette session au tribunal du comté de Séminole, nous vous présentons un récit glaçant qui vous laissera sans voix. Nous allons découvrir les crimes et la condamnation d'Antonio Rosales, un nom qui est devenu synonyme de ténèbres et de mal. Ce sans-abri de 41 ans a commis à l'encontre d'une fillette de 10 ans des actes inqualifiables qui ont ébranlé toute une communauté. En la traînant dans les bois, en l'étouffant, puis en la soumettant à un viol horrible, Rosales a laissé sur la vie de la jeune fille une cicatrice qui ne pourra jamais être effacée. Il a été inculpé d'enlèvement, de tentative de meurtre et d'agression sexuelle. Pour comprendre la profondeur de la dépravation d'Antonio Rosales, il faut se plonger dans son passé trouble. Les révélations concernant ses crimes antérieurs mettent en lumière une vie marquée par la violence et le mépris de la vie humaine. C'est au début des années 1990 que Rosales s'est retrouvé mêlé pour la première fois au système de justice pénale. Les archives pénales fédérales guatémaltèques révèlent qu'il a été jugé coupable d'homicide en 1991, bien que les détails de l'affaire restent entourés de mystères. Ce que l'on sait, c'est qu'il a été retrouvé à côté d'une femme sans vie, une scène glaçante qui a marqué le début de sa descente dans l'obscurité. Rosales a passé du temps dans une prison guatémaltèque dont l'étendue reste inconnue. Le psychiatre de Winter Park, Jeffrey Danziger, qui a évalué l'état mental de Rosales, a témoigné qu'il avait effectivement passé du temps dans une prison d'Amérique centrale. Les détails de son incarcération restent cependant flous. Le temps qu'il a passé derrière les barreaux et les circonstances de sa libération sont des questions qui ne trouveront peut-être jamais de réponse complète. Mais le passé criminel de Rosales ne s'arrête pas là. Dans les aveux qu'il a faits aux autorités locales il y a 4 ans, il a révélé un schéma inquiétant d'entrée illégale aux États-Unis. Né au Guatemala, il a affirmé être entré clandestinement dans le pays à 2 reprises. Une première fois en 1995 et une seconde fois en 2002. Cependant, les dossiers de l'immigration américaine racontent une autre histoire. Selon Barbara González, porte-parole de l'US Immigration and Customs Enforcement, Rosales est entré illégalement aux États-Unis au moins 3 fois. Il a été expulsé en 1998, puis en 2000, et renvoyé à chaque fois au Mexique. Le gouvernement fédéral estime qu'il est originaire du Mexique, car il n'a fourni aucune preuve de son origine guatémaltèque. Comment a-t-il pu commettre ce crime odieux? C'était une soirée apparemment ordinaire à Castleberry, en Floride, le 1er novembre 2003. Le soleil se couchait, jetant une lueur sinistre sur le quartier tranquille. Personne ne se doutait que cette nuit resterait à jamais gravée dans les annales de l'obscurité et du désespoir. Alors que la fillette de 10 ans enfourchait la poussette de son frère, elle pensait à l'épicerie située à quelques rues de là.
Ignorant le danger qui la guettait, elle s'est mise en route, sans se douter qu'un prédateur épiait ses moindres gestes. Antonio Rosales, un sans-abri de 41 ans, avait fait des bois sa maison. Caché parmi les arbres, il attendait patiemment une occasion de frapper. À la tombée de la nuit, il a saisi sa chance. Avec une intention sinistre brûlant dans ses yeux, il s'est jeté sur la jeune fille sans méfiance, l'entraînant dans les profondeurs des bois. La peur étreint le cœur de la jeune fille, tandis que Rosales resserre son emprise autour de son cou délicat. Elle luttait désespérément pour sa vie, mais la force de son agresseur était écrasante. Lentement, elle perdit conscience, se retrouvant à la merci de ce monstre. Les jours se sont transformés en semaines, et la communauté a été saisie par la peur et l'incertitude. Les parents serrent leurs enfants contre eux, craignant de les perdre de vue. Les recherches pour retrouver la fillette disparue se sont intensifiées, les forces de l'ordre et les bénévoles passant au peigne fin les environs. Puis, il y a eu une avancée. Rosales, incapable de contenir le poids de sa culpabilité, a avoué aux autorités une semaine après l'acte odieux. Dans un aveu glaçant, il a révélé les détails horribles de ceux qu'il avait fait à la jeune fille. Il a admis avoir baissé son pantalon et l'avoir soumise à un acte de viol ignoble. Mais l'horreur des crimes d'Antonio Rosales ne s'arrête pas là. Il est choquant de constater qu'il a également avoué un crime sans rapport avec le précédent, qui a provoqué une onde de choc dans une autre communauté. En août 2001, une femme âgée du nom de Dolores N. Salvatierra a été retrouvée morte à son domicile de Tucson. Le lien entre Rosales et cet acte odieux a été révélé, dressant le portrait d'un homme rongé par la noirceur et la violence. Dolores avait fait preuve de gentillesse à l'égard de Rosales, lui offrant un logement dans son garage et l'aidant même à trouver un emploi dans les environs. Elle était loin de se douter que sa compassion serait récompensée par une telle brutalité. La révélation de ce nouveau crime a ébranlé la communauté, qui s'est demandé comment quelqu'un pouvait abriter un tel mal en son sein. Au fur et à mesure que les détails des crimes de Rosales étaient révélés, la communauté a exigé que justice soit faite. L'affaire a été jugée et un jury, saisi de preuves accablantes, l'a reconnu coupable de viol d'enfants, d'enlèvement et de tentative de meurtre au premier degré. Le poids de ces crimes était indéniable et la juge, Debra S. Nelson, s'est préparée à prononcer une peine qui garantirait que Rosales ne serait plus jamais libre. Lorsque l'assistante du procureur Anna Valentini a commencé sa plaidoirie, Rosales s'est opposée par l'intermédiaire d'un traducteur, mais aussi par ses actions. À l'approche de la sentence, Rosales est resté assis, les yeux dépourvus de remords. Il a montré sa nature violente et a laissé éclater sa rage, renversant la table de la défense dans un accès de colère. C'était un rappel glaçant de la noirceur qui résidait en lui. Le juge a dû quitter temporairement le tribunal. Dans la foulée, le juge Nelson a prononcé 3 peines de prison à vie consécutives à l'encontre de Rosales. La condamnation obligatoire à la perpétuité pour le viol n'était qu'un début. Reconnaissant la gravité de ces actes, le juge a ajouté 2 autres peines d'emprisonnement à perpétuité, garantissant ainsi que Rosales passerait le reste de ses jours derrière les barreaux. La victime, aujourd'hui âgée de 15 ans, s'est tenue fermement aux côtés de sa famille, supportant en silence la douleur et le traumatisme qui lui ont été infligés. Elle ne s'est pas adressée à la cour, mais sa présence en disait long. Les cicatrices de cette nuit fatidique resteront à jamais gravées dans son âme, mais la condamnation de son agresseur lui a donné un sentiment d'apaisement et de justice. Les événements entourant la condamnation d'Antonio Rosales ont provoqué une onde de choc au sein de la communauté. Les horreurs infligées à la jeune fille et la révélation de son lien avec un autre meurtre ont dressé le portrait d'un homme rongé par la violence et la noirceur. La décision du juge de prononcer 3 peines consécutives d'emprisonnement à perpétuité témoigne de la gravité de ces crimes et de la nécessité de protéger la société d'un individu aussi dangereux. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez nos autres vidéos géniales sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.